Bonjour tout le monde. Si vous avez une petite organisation, un OSBL ou n'importe quel petit groupe qui a besoin de s'aider à gérer parce que les rapports comptables, parce que les rapports gouvernementaux sont compliqués, je vous recommande de contacter SPG. Ils font de l'administration, de la comptabilité et un paquet d'autres services pour les différentes associations. C'est notre partenaire chez les Montagnards, puis c'est grâce à eux qu'on réussit à se concentrer sur notre objectif qui est de supporter l'équipe de football des Carabins puis de financer notre programme de bourse. Donc, merci beaucoup à SPG d'aider l'association et de commanditer ce podcast. Bonne émission. Hey! On est... François est de retour. François est de retour pour notre épisode du 6 octobre. Semaine de retour du match Sherbrooke à Montréal. On va parler aussi de Laval-McGill. Et on s'en va dans un bye week, fait qu'on va passer un petit peu plus de temps sur U-Sports puis le football canadien. Donc, avec moi cette semaine, je l'ai mentionné, François MDM Mathieu, que vous connaissez pour ses entrevues sur le terrain, et un homme qui est tellement de Schlaga qui fait son épicerie auprès d'un gars louche dans une ruelle. Et Tamelia Ikadi, la seule fille que je connais qui peut se faire commotionner par un coup de vent. Bienvenue à l'émission! Salut Eric. Salut. Donc, content d'être de retour. Hey, François qui est bronzé partiellement. Ça Partiellement. Partout sur mon visage. Pendant que tu étais au soleil, nous autres, on était dans l'eau, au Sepsum, en train de se faire inonder. Dans le dos de la 6, c'était pas si peu, par exemple. J'ai vu ça. Je vous rappelle que ma douce, Madame MDM, est avec vous. Absolument. J'ai eu des rapports. Je dois avouer que j'aurais aimé ça être là, mais j'avais les deux pieds dans le sable. Les deux pieds dans le sable et ça a passé quand même le fait que la game était sous la pluie. Non. Tant que tu as des rapports avec madame, tout va bien. Fait qu'on est correct. Bien. All right. Donc, résumé du match Sherbrooke-Montréal, comme je fais à l'habitude, je vais juste vous raconter un peu l'histoire de la partie. Un match un peu spécial. Je vous le donne en mille. Le botteur des Carabins s'appelle Michael Arpin. Si vous ne le saviez pas, ben là, vous allez le savoir. Match qui s'est terminé 43-7. Un match qui avait plus ou moins de rythme. Voici, je vous explique pourquoi. Premier quart, 2-0 Montréal sur un toucher de sûreté. Ensuite, à 13 minutes, placement de Harpin. On commence le deuxième quart, placement de Sherbrooke de Tardif, 5-3. Ensuite, placement de Harpin. Un touché de Carl Chabot de 29 verges de Dimitri Morin. Une passe dans le flanc, pour ne pas dire une passe en retrait que Chabot a pris et qui est allé porter par le côté. On a un des nombreux bottés de Harpin dans le match. Je vais y revenir. Harpin qui rate un botté pour un simple. Ensuite, à 14,59, un autre de 24 verges. Ensuite, en deuxième demi, un placement de Harpin de 37 verges, un placement de Harpin de 40 verges. On s'échange des touchés de sûreté. Et pour finir le quatrième quart, à 11 minutes, un placement de Harpin de 13 verges. À 12 minutes, un placement de Harpin de 29. À 13 minutes, un placement de Harpin de 19. Et finalement, dans ce qu'on appelle le garbage time, dans la dernière minute, Giroir qui court pour 11 verges avec le converti de Harpin. Tout ça pour un beau 43-7, ce qui nous donne Harpin 8 en 9, plus 2 convertis pour la bagatelle de 27 points dans le match. Je n'ai pas besoin de vous dire que le joueur de la semaine sur les unités spéciales au Québec, Michael Harpin des Carabins, qui établit un record d'équipe pour le plus grand nombre de placements. Puis je serais curieux de voir si ce n'est pas un record d'équipe pour le nombre de points marqués, là, si on exclut les quarts arrière. C'est quand même un beau ramassage de points. Pas joueur de la semaine au Canada, parce qu'il y a un dude dans l'Ouest qui a fait un retour de botté. c'est tout le temps ça qui arrive. Il s'agissait qu'il y en ait un, puis les botteurs sont oubliés. Petit tour de table. Notre voyageur, je commence-tu par toi, François? Tes impressions sur ce que tu as vu? Bien, serait étonné que j'ai écouté la partie en revenant à Montréal. Merci TVA Sport de représenter les parties à plusieurs reprises. Je suis revenu à Montréal samedi 5h. J'ai écouté le début de la partie le soir. J'ai écouté la fin de la partie le lendemain. J'ai pas trouvé que c'était une mauvaise partie.
Là, on va parler des batteurs. Là. Sylvain m'a envoyé une croche dans le côté en parlant des batteurs parce que normalement, j'ai ça parler aux batteurs. C'est pas que j'ai parler aux batteurs, c'est que quand je passe des entrevues avec eux autres, c'est qu'ils ont 1 minute, un jeu à me parler. Si tu veux qu'ils me disent « Ah oui, j'ai botté très bien. » Tu sais, il n'y a pas mille choses à me dire. Mais Harpin, qui sort de nulle part, là, bizarrement parce qu'il était même pas, c'était pas lui qui était le batteur de placement partant au début de la saison, vient de battre le record. On avait Dim qui a la première début, on va dire que le premier quart a été laborieux. Hein, ça a été croche, ça a été long. On dirait que Dimitri avait de la misère à trouver ses repères, mais Il mouillait pas mal, par exemple. Ouais, je suis d'accord. C'est probablement. Puis je veux pas rien enlever. Là. Il y a beaucoup de blessés. Puis je pense aussi qu'il y avait peut-être de la nervosité du côté de Dimitri. Mais tu le sentais. Le centre partant David Sévigny, c'est pas le centre ordinaire. Les remises étaient un peu plus dures. Et tu as raison, il mouillait. OK? Puis au début de la partie, là, moi, je l'ai vu à la télé. Moi, ça tombait pas mal. Là, je ne l'ai pas vécu. Mais ça a été long à mettre en place. Mais on dirait que par la suite, Dimitri n'a vraiment pas eu une mauvaise partie. Non, ses chiffres sont bons pour une partie de pluie. Là. Totalement. Je pense juste qu'encore une fois, les coachs n'ont pas adapté le book à leur corps arrière. J'ai l'impression que les coachs font trop souvent ça, de ne pas adapter leur jeu. Dimitri n'a pas le bras de Sénécal. On ne sera jamais à croire que Dimitri est capable de s'ancrer une balle à 45 verges sur l'épaule extérieure entre deux joueurs. Ça n'arrivera pas. C'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, qui est capable de retrouver son monde dans les 12 verges, entre 6 et 7 verges. Puis il fallait adapter le jeu. On a trop souvent pas joué le jeu qu'il fallait. Mais quand même, c'était une bonne partie. Je trouvais que c'était la défensive. La défensive a donné le ton avec l'interception de Auger, qui était un touché, mais qui finalement a été rappelé. Auger, c'est Saint-Cyr. Saint-Cyr, oui. Excuse-moi. Il a changé de numéro, oui, c'est ça. Un call horrible. Puis je ne suis pas du genre à critiquer indûment les arbitres. Là. Vous me connaissez, j'ai tendance à les défendre. Mais ils n'ont vraiment pas connu un bon match, les arbitres. Mais c'était un holding call après l'interception en arrière du jeu. C'était n'importe quoi. Nullement influencé. Puis c'est arrivé une couple de fois, là, Rudet sur le corps arrière alors qu'il ramassait notre corps arrière qui n'ont jamais été callés de la game. On ne reprendra pas sur le travail des arbitres, là, mais... Caller un trop d'hommes, arrêter une séquence offensive des Carabins, caller un trop d'hommes, puis finalement compter jusqu'à 12, puis « Ah ben non, il y en a assez, c'est correct. » Et ça, là, quand tu n'es pas capable de compter jusqu'à 12, c'est basic. Là. Je vous rappelle que moi, je l'écoutais à la télé là, en revenant, puis j'imagine vous sur place pas trop comprendre ce qui se passe, là, mais à la télé. On huait les arbitres, là, vraiment. On le comprenait. Vous aviez passé le momentum à plusieurs reprises pour rien. Le visage de Dim, qui comprend pas. Puis tu sais, Dimitri, c'est le gars sympathique, gentil, mais qui rit d'en face de l'arbitre en disant qu'est-ce que tu fais? Mais je suis content que tu dises pour l'interception de Saint-Cyr que c'est un mauvais call. Moi, là, j'ai écouté et réécouté ce segment-là avec le footage de TVA Sport. J'ai jamais vu la pénalité. C'est supposé être un blocage dans le dos ou un plaquage par arrière. Sherbrooke en a fait des plaquages dans le dos cette game-là, puis ils n'ont jamais été calés. La seule chose que je pourrais voir, puis, tu sais, basé sur le corps de travail du groupe d'arbitres dans ce match-là, malheureusement, j'ai pas assez de sympathie pour croire que c'est ça. Je pense que c'est juste un mauvais call, mais admettons qu'il y aurait eu vraiment un bloc illégal dangereux en arrière du jeu. C'est-à-dire un joueur défensif qui blindside, je ne sais pas moi, un receiver parce que, OK, it's payback time, tu sais. Puis là, l'arbitre veut envoyer un message. OK, fine. OK, là, ça, je pourrais comprendre. Mais un bloc, dans le fond, le jeu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, le demi-défensif fait l'interception. Il est déjà dans le flanc, puis il voit le end zone, là. Il lui reste quoi? Peut-être un receiver à passer, ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ça, il n'y a personne qui court. Donc, le bloc en question n'a eu aucune incidence sur le résultat du jeu. Donc, non, comme arbitre, je trouve ça horrible de voler. C'était littéralement sur l'autre côté du jeu, puis ça n'aurait pas dû avoir d'incidence. Ça n'avait aucune incidence. Puis, tu sais, ça, c'est un jeu, mais. Et puis là, c'est pas contre les. C'est parce que ça donne que c'est contre les Carabins. Mais des mauvais calls, il y en a eu des deux côtés, des mauvais spots. Hey, c'est basic, le spotter le ballon. Là.
quand tu n'es pas capable de spotter le ballon au bon endroit. Nous, on est sur la ligne de 50. On le voit quand le ballon arrive à la ligne de 50, pas capable de le spotter dessus. À un moment donné, c'est louche. Ouais. C'était mon aparté. Non, mais tu as raison. Puis les arbitres n'ont pas paru très bien. Puis, mais moi, je pense que la shot du joueur, c'est comme. C'est peut-être la pire de l'histoire. C'est ta première journée, Seigneur. C'est que ça a cassé le momentum aussi de cette drive-là. Mais Mais je vais faire du pouce un peu, Tam, avec ce que tu viens de dire par rapport à la défensive. Surtout au quatrième quart. C'est littéralement, moi, la défensive des Carabins, c'est littéralement ce qui m'a renversé. Vous avez vu, puis Charles-Antoine en a parlé aussi pendant son reportage à TVA Sport. Il n'y a plus de demi défensifs, ils sont tout blessés. On est obligé de prendre des receveurs pour les transformer en demi défensifs pendant les pratiques. Puis même un de nos receveurs, qui est le français, je ne me souviens plus de son nom, Vend quelque chose. En tout cas, un des receveurs qui était un des backups en demi défensif pour la partie. Tous les nouveaux joueurs, encore une fois, mais le niveau de qualité de la défensive est toujours aussi bonne. Ça n'a aucun sens, comme la bonne vieille expression, next man, tu sais, stand-up, là. Mais le retour de Boucher a fait du bien chez les DB, là. Il y a eu une grosse game, lui. Tu as raison. Le petit Grassetois, là, que je ne connais pas son nom, Jobin Jaudoin, il a fait il est tout Lubin. Petit, Lubin, gros comme un bâti sur un frame de chat. Tabarnouche. Il y a eu une bonne game, puis quand ils l'ont rentré contre Laval aussi, il y a eu une bonne game. Vraiment. Hey, moi, là, ce qui m'impressionne, OK, c'est là que tu te rends compte que le depth chart des Carabins est extraordinaire, OK? Les deux Dubois ont joué à la fin. Parr, qui est un D-line, a joué à la fin. Mon joueur, Lessard, a finalement joué à la fin. Ces gars-là se font des dents, ces unités spéciales. Ils seraient partants sur des équipes normales. C'est des fucking brutes. Il n'y a plus de demi-défensif. Ça n'a jamais été le même joueur. Est-ce qu'on a senti une baisse de niveau, une baisse de rendement sur la défensive? Zorro comme dans Ouellette. Non, moi, je trouve qu'il s'améliore même de semaine en semaine. Puis, avec la pluie, ils ont été agressifs, puis ça a payé parce que Sherbrooke a échappé 6 ballons, ils en ont perdu 3. Il y a eu, en fin de match, avec le QB remplaçant de Sherby, ils ont les intercepté une couple de fois. On a cassé les reins, même s'il commençait à... Il y avait quand même, Sherbrooke, vers la fin du match, il y avait quand même des belles drives, là, mais ils finissaient tout le temps par se battre eux-mêmes en faisant un mauvais jeu puis en nous redonnant le ballon, là. Je vais juste faire un peu de millage là, sur les statistiques. Offensive, Bertrand Beaulieu a passé 100 verges. Bébé a fait 108, pas pire ça. Pour 179 total au sol. Bonne game au sol. Moran a bien protégé le ballon. Un touché, un sac, aucune interception. Puis par les airs, 233. L'attaque a été diversifiée aussi. 7 receveurs différents. C'est ce que Dom amène un petit peu parce qu'avec Sénécal, on va en zone profonde avec Dosso souvent. Là. Puis je me demande si ça n'a pas une influence aussi quand tu arrives à proximité de la red zone. Quand tu sais que tu es capable d'étirer à défensive jusque l'autre bord de la zone des buts, tu as des lectures complètement différentes. Alors que là, quand le jeu se compresse près de la ligne des buts, peut-être un petit peu plus difficile. On verra dans le futur. On jouait plus court, mais on changeait souvent les combinaisons de receveurs. Puis les tracés de receveurs dans ces combinaisons-là pour essayer de mystifier un peu Sherbrooke puis être capable de démarquer des receveurs différents. Ce qu'on fait moins quand Sénécal est là. Quand Sénécal est là, c'est souvent les mêmes quatuors de receveurs. Mais j'ai bien aimé ce quatuor-là. Ce quatuor-là, c'était surtout Dessau, Chabot, Sauvageau, Jared Taylor et le Frisquette. Ces 5-là m'apparaissent être le noyau le plus. Puis il y en a d'autres, là, sans face, là, il y a des gros joueurs. Là, on a vu Dion qui est apparu à un moment donné. Il y a Renaud aussi qui est fort. Mais il y a tellement de blessés là, que je ne sais plus lesquels sont habillés ou pas. On a 8 receveurs différents dans le match, François. Ça a été réparti. Ouais, là-dessus, tu as 2 porteurs de ballon, mais ouais. Still. Ouais. Mais on revient je finis une seconde sur la défensive, puis je reviens à une attaque parce que moi aussi, je veux parler de Bertrand Beaulieu, là, le préféré de Sylvain. Là. La défensive,
comme on disait, là, c'est tous des débits nouveaux pratiquement. Là. Puis ils ont réussi à menotter l'attaque qui, la semaine précédente, avait mis 39 points et surtout 380 verges de gains aériens. On les a limités à 177 verges. Les 177 verges, là, je vous rappelle que c'est le début du deuxième quart où ils ont commencé à avoir 2-3 belles drives, puis des très belles drives, là, puis des beaux ballons. Mais autrement que ça, là, c'était insignifiant l'attaque de Sherbrooke. Et le fait qu'il n'y ait pas de jeu au sol, là, c'est désolé, là, mais ils sont prévisibles fois 1000. Leur corps arrière est excellent, là, mais ils sont prévisibles fois 1000. Je reviens maintenant à Bébé. Oui, juste rapidement, François, parce qu'il faut finir sur Bébé rapidement. Mais je veux faire un shout-out à Sean Boucher. La semaine passée, on ne savait même pas s'il jouait. Puis cette semaine, c'est le leading. C'est lui qui a le plus de tackle. Ouais. Il y a un force fumble, un échappé recouvré. Grosse game. Fait que Sean Boucher, he's back. Grosse game. Puis après avoir écouté, parce que j'ai écouté le podcast que vous avez fait la semaine passée sur la plage, pendant que je me promenais, je me faisais bronzer, j'avais ça dans les oreilles et je vous écoutais. Et je me souviens que Sylvain a parlé de Sean Boucher, mais il me semblait qu'il était là. Mais quand je l'ai vu jouer, puis je l'ai vu comment il était dominant, c'est la première chose que j'ai écrit à Sylvain. Je dis, ton dude est là, ton dude est dominant, là. C'est incroyable. On finit ça avec un petit mot rapide sur Bébé. Bertrand Beaulieu, l'année passée, ça n'a jamais été mon préféré parce que c'est un porteur qui n'est pas vraiment un porteur. C'est un ancien des Lions, vous vous souvenez. Puis il a maigri. Il a toujours couru pesant. Je l'ai toujours trouvé rustre un peu. Mais c'est fou comment ce gars-là s'améliore. C'est impressionnant. Il est différent. Il ne se ressemble pas par rapport à il y a 2 ans, mais même par rapport à la partie, mais même par rapport à la partie d'ouverture à Sherbrooke, où il continue à courir pesant. Là, il court, il réussit à faire des coupes, il est lourd. Il me fait pas. Il s'améliore constamment. Puis effectivement, là, s'il continue à jouer de même, il va finir l'année comme étant le meilleur porteur de la Ligue. Je sais qu'il l'est présentement, là, mais si Réjean Giraud pouvait revenir, qu'on aurait le speed qui permet de couper, le petit boulanger est bien parfait, là, il est rapide. Mais tu sais, c'est pas Giraud. Là. La semaine de congé arrive au bon moment. On a beaucoup de blessés, puis espérons que ça va permettre à plusieurs de revenir au jeu. Parce que notre profondeur a commencé à être éprouvée à plusieurs positions. Mais je finis là-dessus. Je finis là-dessus, Eric. Imaginez, on est peut-être rendu au fin fond de notre boîte de profondeur, là, et on était dominant. Il va y avoir de l'embouteillage sur le depth chart. Qui c'est que tu enlèves? Qui c'est que tu mets? Comment tu gères ça? Hey, l'essor qui vient d'arriver, qui va être dominant dans 2 games. Puis là, il faut que tu dises, il faut que j'enlève Charpentier, le 56, là. Tu sais, il faut que tu l'enlèves, qui a été lui aussi dominant. Ben, c'est pas Charpentier qui va sortir, c'est l'essor, parce que c'est lui qui a il y a plus d'ancienneté. Ouais, mais on ne joue pas avec l'ancienneté, on joue avec les meilleurs. Non, mais il joue bien depuis le début de l'année aussi, il n'y a aucune raison qu'il sorte. Il n'y a pas personne qui joue mal. C'est ça qui est le problématique. Ouais. Les Perriers, ils ne jouent pas. Ils sont blessés. Oui, mais ils étaient sur les unités spéciales. Les Dubois sont sur les unités spéciales. Ils seraient partants partout. Ouais. C'est incroyable. D'où il sort le 98 qui a défoncé la ligne, à la fin? Qui c'est ça, ces dudes-là? Je capote. Ça fait longtemps que je n'ai pas été excité de même par une équipe. Ouais. Juste un petit mot sur celui qui a effectué le spécialiste des longues remises, parce que Chénier et Germain, qui étaient nos 2 spécialistes des longues remises lors des premiers matchs de la saison, les 2 sont blessés présentement. Et c'est notre Leonardo Sem qui faisait les remises pour les placements au dernier match. Et il a fait un très bon boulot. Tous les ballons ont bien été distribués. Alors, shout-out à lui aussi. Mais on va il faut vraiment passer sur l'autre section, les amis. Là. Je m'excuse, mais on va le dire. Je vais faire un shout-out à lui, là, le petit grâce à toi. Chénier, c'est un bloc. Okay? C'est le fullback partant. C'est un gros mur. Mais le petit grâce à toi fait une solide job en remplacement sur les bloqués, sur les passes. Il est vraiment. Et la passe qu'il a attrapée. Pas sûr qu'il avait vu des ballons, ça faisait longtemps déjà. All right. On va juste parler un peu de ce qui s'est passé de l'autre côté de la butte.
Laval-McGill. Et la joke qu'on faisait en fin de semaine, c'est bon, ben l'histoire de parité dans le RSEQ, ça vient de mourir, cette histoire-là. Ça a duré. Ça a duré une couple de semaines. On a eu un blowout en règle de Laval contre McGill. 55-2. Les statistiques de Laval sont pas si monstrueuses que ça, malgré les 55 points. Mais à toutes les fois qu'ils ont pris le ballon, ils ont marqué. Ils sont allés dans le tapis, mais c'est presque ça. No mercy, des jeux truqués, plusieurs tentatives en troisième essai. Eux, ils voulaient se repartir. Ils se foutaient du score, voulaient tester. Mais le gros de Laval, c'est qu'ils ont décidé de revenir à leur identité et de courir. Parce que Desjardins n'a même pas fait 200 verges par la passe. Là, alors que dans les 3 derniers matchs, Bolduc était au-dessus de 300. Là, ils ont couru. Ils sont allés avec. Ils ont eu 9 porteurs de ballon différents. C'est ça, là. Avec leurs 5 principaux. Puis ça roulait, là. McGill, ils n'ont même pas fini le match parce qu'il y a un joueur de McGill qui est parti en ambulance. McGill a 5. Si tu élimines les pertes de terrain, là, ils ont 57 verges d'offensive totale dans le match. Ils n'ont jamais été là. Puis si je ne me trompe pas, je pense que le premier jeu du match, c'était un toucher de Laval. Là. Non, mais que ça aurait si ça avait été Bolduc ou Desjardins, ça n'aurait rien changé dans le résultat de ce match-là. Ils sont juste revenus à un play calling qui fonctionne avec ce qu'ils ont en place. Mais c'est tout. Vous avez raison. Mais sais-tu, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il y avait un diamant brut entre les mains qui était Kevin Mittal. Ils se sont dit, Chris, ça serait peut-être une bonne idée qu'on lui donne le ballon. Et ils l'ont fait courir, comme ils l'ont utilisé comme running back, ils l'ont utilisé comme receveur. Ils se sont enfin dit. Joueur de la semaine au Québec. C'est le meilleur joueur de la ligue. On peut-tu y envoyer le ballon? Tabarnouche, donner n'importe quel moyen d'y donner le ballon. Puis, comment il s'appelle donc? Desjardins ont aussi couru, là. Tu sais, il a couru il a quand même couru 7 fois là, pour 33 verges, là, Desjardins. Donc, ça donne une option. Lui, il peut sortir de la pocket plus que. Comme Richard pouvait le faire dans le temps. Il est un corps arrière qui ressemble beaucoup à Richard par sa posture. Il est dur à plaquer. Il est capable de courir. Ça revient plus dans la nature même du Rouge et Or. Mais tu l'as dit, là, ils ont joué défensif. La défensive a été punitif. Ils ont fait des jeux truqués qui ont donné un toucher. Ils voulaient se remettre, ils voulaient partir ça sur venger leur défaite. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est plate parce que c'est McGill qui faisait un hommage à Michael Saul qui venait de mourir. Mais j'ai hâte de voir la semaine dimanche comment Concordia va sortir contre Laval. Je suis désolé, mais je ne crois pas à Concordia. On verra. Moi, on en parle tantôt, là, j'imagine, là, à moins que vous ayez en parler tout de suite, là, mais on peut en parler. On est dans le fond, on n'a pas vraiment de game preview prévu pour la semaine prochaine parce que, comme on l'a mentionné, les Carabins sont en bail. Donc, Brigade, si tu veux glisser un mot sur le match Concordia-Laval, vas-y. Donc, il va y avoir 2 parties. La partie à la télé, c'est la partie pour la dernière place, de McGill et Sherbrooke. Wouhou, sortez le popcorn. Ça va être un match serré, c'est tout le temps un match serré. Oui, c'est ça. Ça risque d'être une belle game. Là. Regardez la game Sherbrooke-Concordia la semaine passée, là, qui était excellente. Là. Ça a fini en prolongation. Ce sont des équipes au même niveau qui vont probablement sortir une bonne game. Ça va être intéressant à regarder. Mais c'est là qu'on va voir si, pour l'autre partie, c'est là qu'on va voir si Concordia, c'est vraiment l'équipe qui donne l'impression. C'est l'équipe qui veut se donner comme impression. Si Concordia veut gagner, il va y avoir 2 choses. Un, il va falloir qu'il limite les revirements au maximum parce que Laval va en profiter, si c'est le cas. Puis, deuxième, il va falloir qu'ils soient capables d'établir un petit peu leur jeu au sol parce que ça se joue au PEP, cette partie-là. Hein? Fait que... Ouais, mais si le rouleau compresseur recommençait à rouler, il n'y a pas grand monde pour l'arrêter. Là. Mais il y a le momentum. Concordia joue bien. Il va falloir qu'il resserre défensivement. Mais, moi, ce que j'allais dire, c'est que
Ce que j'allais dire, c'est que Concordia, ce qu'ils nous ont montré, surtout dans les 2 premières parties, c'est qu'ils se laissaient un peu aller dans la première demi, puis ils revenaient en deuxième demi. Ils ne pourront pas jouer cet exercice-là contre Laval. Parce que Laval, Ils n'ont c'est pas une fait ça champion. contre Sherbrooke. Contre Sherbrooke, ils ont pris une avance solide, puis après, ils ont relâché. Là, il va falloir qu'ils jouent un 60 minutes complet, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début de l'année. Mais ça va être la clé. Contre Laval, c'est plus facile parce que Laval n'a pas la culture du football de rattrapage. Parce qu'en deuxième demi, normalement, ils mettent le rouleau compresseur. Si Concordia peut partir puis marquer 1 ou 2 touchés rapidement contre Laval au PEPS, on va avoir une game. Chance. On va avoir une game, mais si Laval part puis prennent les devants. Si Laval met la défensive qu'il y avait, à McGill sur le jeu, je pense pas que Concordia va être capable de sortir de ça. Mais Concordia. Je pense que ça va être un match plus serré que la game d'ouverture. Mais Concordia a une meilleure attaque aérienne. C'est incomparable. Ils ont un corps arrière qui distribue le ballon, qui est capable de faire reculer la ligne. Je pense que s'ils ont une chance, c'est en mettant le rouge et or sur les talons. Ouais. Mais c'est un gros si, parce qu'à l'inverse, Laval peut très bien, comme on disait, frapper avec le ballon au sol, puis gagner leur verge comme ça. Puis ultimement, ça c'est à haut pourcentage de réussite, là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enjeux. Mais je vais être curieux de voir Olivier Roy contre cette défensive-là. Ça va être quelque chose. C'est cette game-là que je voudrais voir. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Et là, on va juste avoir la radio. Est-ce qu'on fait un petit tour de ce qui s'est passé dans le reste du Canada? Qu'est-ce qui s'est passé? Autant qu'on avait des upsets puis des résultats surprises dans les premières semaines au Québec, je vais dire. L'Ontario... Ontario? Oh, bon, je pense qu'Éric gelé. Bon, ben, on va continuer. Fait que tu vas continuer sur son point. L'Ontario a aussi des upsets cette semaine, tout comme l'Ouest. Hein. Ouais. Je vais te laisser là-dessus, Tam, parce que c'est toi la spécialiste du Canada. Spécialiste. J'écoute une couple de matchs, puis je suis un peu, là, mais... pas mal plus que nous autres, effectivement. Tu sais, comme on voit, là, Windsor a battu Guelph, qui, Guelph, la semaine passée, avait battu Western. Puis là, McMaster a battu Waterloo, qui était parfait. Donc, c'est un peu un début de saison comme le nôtre, là. Un bat l'autre, qui bat l'autre, qui bat l'autre. Mais eux autres, ils ont une saison écourtée, là. Il va peut-être avoir des équipes qui vont faire les séries, mais que dans les faits, ils sont du milieu de peloton, là. Moi, je pense à Queens, qui sont 3-0 en ce moment. Ils ont parti fort, Queens, là. Mais... Ils n'ont pas de bonne équipe. Impressionné. Okay. Pour moi, c'est une équipe de milieu de peloton. Là. C'est leur calendrier qui leur permet là. Ils sont 6e dans le top 10, mais je suis pas convaincu. Ils ont affronté Toronto, ils ont affronté des équipes. By the way, on n'en a même pas parlé, mais les Carabins, avec tout ça, ont monté numéro 1 dans le classement canadien. C'est un classement officieux, là. C'est des votes, là, donc ça n'a pas il n'y a pas de raison statistique pour ça. Mais je voulais juste le mentionner aussi. L'équipe de soccer des Carabins est premier au Canada. L'équipe de soccer féminine aussi, donc masculin et féminin. Donc, ça fait les 3 équipes Carabins, là, peut-être dont on parle le plus, qui sont numéro 1 au Canada. Fait que c'est quand même assez cool. Mais pour revenir sur l'Ontario, la grosse game en fin de semaine, qui est comme la game au Canada, la plus populaire, et le Panda Game entre les 2 équipes d'Ottawa. Et les GG sont sortis gagnants avec un placement à la dernière minute. Un match de Mongol, je ne sais pas si vous avez vu des images, mais parce que la façon dont ça fonctionne au TD Place, c'est que tu as la moitié du stade qui est les étudiants des GGs, puis la moitié du stade qui est Carleton. Ils ont chacun leur côté de stade, là. Ils ne les mélangent pas. Oui, ils alternent. Je pense qu'ils alternent à chaque année. Puis ça a fini qu'il y a eu des émeutes dans les rues d'Ottawa le soir même. Ça a débordé un petit peu. Là. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu des émeutes? C'est juste parce que les flots étaient trop chauds encore? Oui, bien ça, c'est la seule place au Canada que quand je suis allée, je fais comme des comas éthyliques. Oui, on est allé il y a quelques années, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque équipe a son stade respectif, des petits stades typiques de
3000 places, mettons. Donc, une fois par année, ils remplissent le TD Place, là, qui est le stade des Red Blacks d'Ottawa. Et c'est une capacité de, je pense, 15 à 20 000 à peu près. C'était 15 000 cette année. Donc, normalement, c'est 25. Peut-être. Ouais, 20, mettons, ils vendaient 20 000. Là, mais on parle de beaucoup de monde et donc, c'est pas nécessairement des fans de football, c'est des étudiants. Ça commence à boire sur les campus aux aurores. Ouais. Ça vient pour la game. Nous, ce qu'on avait vu l'année qu'on est allé, ça tombait coma dans les corridors. C'est vraiment pas. J'ai vu quelqu'un boire de la bière dans une chaussure. Ça te donne une idée. Là. C'est un party à ciel ouvert et clairement, cette année, ça a dégénéré. Ça faisait 1 an et demi que les gens n'avaient pas bu et qu'ils n'avaient pas fêté en groupe. Là, mais je trouve ça dommage parce que c'est un événement qui fonctionne beaucoup. Qui donne de la visibilité au football universitaire canadien, mais malheureusement, c'est en train de se faire une réputation pour autre chose que du football. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est surtout, c'est probablement la partie qui reçoit le plus d'étudiants, là, avec le plus gros histoire. Là. Je sais qu'ils en font aussi une, sensiblement comme ça, en Saskatchewan, entre Regina et Saskatoon. Là. Mais ça n'atteint pas ces chiffres-là en termes d'assistance. Là. Mais quand il avait ouvert le stade, le nouveau stade des Rough Riders, pas des Rough Riders. Ouais, à Mosaic Stadium. Ouais, il avait rempli. Pour une game, là, mais normalement, c'est... Regina. Parce qu'ils jouent tout le temps là, eux. Regina, ils jouent tout le temps dans ce stade-là. Oui, c'est leur stade où ils jouent. Je savais que les Bisons jouaient dans le même stade que ouais, dans l'Ouest, c'est la même chose. Les Dinos jouent au stade de... McMahon. Ouais, c'est ça. Pour ça que ça a tout le temps de l'air vide à toutes les fois qu'il y a une demi-finale. Exact. En parlant des Dinos, ils ont perdu en fin de semaine. Oui, ça, c'est un upset, là, parce que tout le monde... Oui, c'est un upset parce que... On le voit dans le classement, là, ils sont encore 3e malgré qu'ils sont 1-1, là. Puis personne ne voyait venir Regina, là. 500 verges d'attaque, puis pas réussi à marquer des points. Les deux frères Pulpot encore, plus que la moitié des verges aériennes de Calgary. Mais ce qui leur a fait mal, c'est des interceptions, là. C'est qui leur Les interceptions et des retours, c'est clairement un nouveau. C'est Josiah Joseph, je crois. Parce que là, ils avaient comme la Cadillac des corps arrière. Là, mais leur corps arrière n'est pas mauvais. Là. Il lance, il est capable de lancer profond puis tout ça, mais c'est une mauvaise partie dans le corps. Manque d'opportunisme, si je comprends bien. Parce qu'ils ont avancé, mais... Non, mais c'est Regina qui était opportuniste sur les revirements. Ils ont profité de chacune des occasions qui ont repris le ballon sur des revirements pour faire des points. C'est ça qui a fait la différence en fin de match. Right. Et on finit avec l'Atlantique, Bishop qui perd sur la dernière séquence encore une fois. Ça commence à devenir leur marque de commerce. 0-2, François. Oui, c'est ça. Mais c'était la même chose en 2019. Il y avait des bons matchs. Les punitions ou tard en fin de match laissent l'adversaire remonter puis perdre sur les dernières séquences. Ça commence à être une tendance. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais, le rêve atlantique de Bishop se matérialise pas malgré les années. Hein? Parce que Bishop avait une bonne game jusqu'au milieu du 4e quart. Là, puis le jeu, une passe profonde en fin de match, clac, 32-29. Je m'en vais à Lennox ce vendredi. Je profite du bail des Carabins et le fait qu'on sera en Estrie cette fin de semaine. Toute ta petite famille, nous serons à Bishop. J'ai vraiment hâte. C'est une place que j'adorais aller. Là. Lennox, c'était le fun. Le stade est bucolique. Les étudiants sont complètement débiles mentaux. Il y a de quoi de la fun. La vue est le fun. Puis j'adore les coachs. Sheriff qui est là, qui tient ça. Puis il y a Fabre aussi qui est là. Ça me manque d'aller à Bishop, sérieusement. Puis je vais pouvoir aller voir justement de qu'est-ce qui se passe de vive voix. C'est quoi le calibre du. Les règlements sont différents en Atlantique aussi. Puis le bassin de joueurs de Bishop est principalement du Québec. Il y a peut-être une question d'ajustement là-dessus, je ne sais pas. Ça va être à voir là. Parce qu'ils sont souvent les plus pénalisés en Atlantique tout le temps.
Oui, mais c'est des cultures du Québec, puis on en parlait de, tu sais, c'est pas la même application des. Mais non, à chaque fois qu'on allait jouer en Atlantique, on se ramassait avec 250 verges de punition, puis on faisait rien de. Non, les arbitres interprètent. Souvent, les arbitres Ouais. vont fonctionner avec des clés, puis on dirait que les mêmes bases indicateurs de pénalité ne sont pas au même endroit, avec les gars ne savent pas exactement jusqu'où ils peuvent pousser la note, et puis ça donne ce que ça donne. Les équipes du Québec se ramassent avec un voyage de pénalité. Là. Mais il va falloir qu'ils jouent des 60 minutes au complet parce qu'ils jouent bien. Moi, je trouve qu'ils jouent bien Bishop dans l'ensemble. C'est certaines. Un petit 5 minutes par-ci par-là qui permettent à l'adversaire de revenir dans le match. Ils ne sont pas capables de closer le deal. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. C'était le fun d'aller à Bishop, sérieusement. Bon, ben écoute, une bonne game vendredi, François. Ça s'en vient déjà vite. Ça va être ça pour cette semaine. Comme je dis, on est dans la bye week, fait qu'on va essayer de préparer quelque chose quand même pour la semaine prochaine. Ben, c'est sûr qu'on va faire un preview de la game. On va se faire un game preview. On va essayer de se trouver. On va parler évidemment de ce qui se passe dans le reste du RSEQ puis au Canada. Puis on va essayer de trouver un petit quelque chose de spécial pour la semaine de congé. On va rire de Concordia. Pardon? On va sûrement pouvoir rire de Concordia avant d'aller là parce que je suis pas clair qu'ils vont. En tout cas, moi là. Et tabarnouche. Je pense que les deux défaites de Laval, suivies d'une semaine de relâche, aura probablement été la meilleure chose qui aura pu arriver à cette équipe-là. Ça va les avoir fouettés puis donner des coups dans le côté. Tu sais, vous voyez ce qui est arrivé à McGill. Vieux, là, mais ça va être à Concordia de prouver qu'ils sont un real deal cette année. Exactement. All right, Tam, François, toujours un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez nous rejoindre, les Montagnards, on vous invite à, évidemment, vous inscrire, devenir membre actif de l'association. Tous les frais d'inscription cette année s'en vont au programme de bourse des Montagnards qui servent à supporter 2 étudiants athlètes de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal. Et pour nos nouvelles, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et sur YouTube, Les Montagnards Montréal, vous pouvez y trouver plusieurs petites vidéos, dont le présent podcast. Et vous pouvez aussi trouver le podcast en format audio sur vos plateformes préférées. On est maintenant sur 7 plateformes différentes. Donc, on vous invite à nous écouter. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est pas vraiment l'attaque parce que dans les faits, ce qui m'a fatigué, c'est qu'on n'a pas encore été capable. Tu sais, là, si Arpin a 7 en 8, c'est parce qu'une fois qu'on était rendu dans la red zone, ça chiait, là. Tu sais, on se rendait pas à la red zone, en fait. On arrêtait entre 20 et 30. C'est pas la red zone. Non, tu as raison. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on avait une belle progression. Oui, on avançait le terrain. Mais on est pas. Dès qu'on arrive en zone profonde. Tam, tes impressions, toi? Moi, j'ai bien aimé le jeu de notre ligne à l'attaque, qui a bien ouvert les brèches pour la course. Parce que si la course n'avait pas fonctionné, je ne suis pas convaincue qu'on s'en serait bien sorti niveau score. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est la défensive. La défensive qui a donné le ton au match avec l'interception qui était un touché, mais qui était rappelé. Même si dans les faits. Je m'excuse, je te coupe, Tam. Tu étais sur place. L'as-tu vu le plaquer dans le dos, toi? Mais c'était vraiment en arrière. Ça n'a pas influencé sur le jeu 0. OK, parce que moi, je l'ai vu à la télé, là, puis j'ai réécouté cette scène-là, puis avec toutes les angles qu'on a, je cherche.